Le cas clinique que je vous ai proposé aujourd'hui est la maladie du situs invertus. Donc c'est une maladie qui est caractérisée par un placement anormal des organes thoraciques et abdominales. Et donc c'est une inversion des parties du corps par rapport à la normale. Donc cette pathologie peut se présenter de manière isolée sans qu'il y ait des problèmes ou apparaître avec des déficiences et des anomalies pathologiques. Par exemple, dans 5 à 10% des cas, on peut retrouver une pathologie cardiaque dans les cas de situs invertus. Alors on voit bien ici la pointe du cœur qui normalement dans l'anatomie normale on retrouve à gauche, et bien dans le situs invertus ça se retrouve à droite. De même que l'axe vasculaire est inversé, normalement la veine cave inférieure doit se retrouver à droite de l'aorte abdominale, alors que dans le cas d'un situs invertus totalis, on peut souvent le retrouver inversé. Et donc bien sûr le rein gauche détenait la veine rénale la plus longue, alors que dans le cas d'un situs invertus, c'est la veine ici on voit que c'est le rein droit qui détient donc la veine rénale la plus longue. Donc on voit qu'il y a bien une inversion de l'axe vasculaire et des organes, et donc on voit ici un relief de l'endroit où on va retrouver le foie. Donc le foie se trouve dans l'hypocondre droit, et bien ici, dans le cas d'un situs invertus, on le trouve dans l'hypocondre gauche. Et bien la rate, nous le savons, se retrouve dans l'hypocondre gauche, et bien dans le cas d'un situs invertus, on va le trouver dans l'hypocondre droit. Et donc dans le cas clinique que je vous avais proposé, souvent on retrouve dans les cas de traumatisme en urgence, quand il y a un accident de la route, un accident ou une perforation de côte, ou peu importe, dans le côté où se trouve la rate, et bien la rate c'est le premier organe le plus sensible, parce que la capsule de la rate est plutôt fine, et donc ça provoque une hémorragie assez forte, et donc on doit faire une chirurgie d'emblée pour enlever la rate, pour éviter une hémorragie abdominale qui pourrait être très fatale. Et donc dans le cas d'un situs invertus, le chirurgien doit plus se concentrer à regarder vers l'hypocondre droit, parce que la rate évidemment est inversée de sa disposition anatomique habituelle. Et alors les pronostics vitaux va dépendre beaucoup, parce que dans le cas d'un situs invertus, on va dépendre de la morphologie du corps. Est-ce que tout le corps s'inverse? Est-ce que les poumons s'inversent? Donc, si on voit bien, est-ce que les poumons vont s'inverser en même temps que le cœur? Si ce n'est pas le cas et que c'est un organe isolé qui est inversé, est-ce que ça va s'adapter? Est-ce que c'est viable pour un individu? Donc, ces choses-là vont dépendre le pronostic vital sur le long terme d'un patient. Est-ce que si un situs invertus totalis, c'est-à-dire que quand il y a tous les organes qui sont inversés, la physiologie est plus ou moins conservée, et donc le patient pourrait vivre toute sa vie sans savoir qu'il avait un situs invertus, jusqu'au moment où on fait des examens complémentaires, fortuits, et on découvre que le patient avait bel et bien cette maladie. Donc c'est possible de vivre avec ça, c'est possible de passer sous la trappe dans le diagnostic de cette maladie. Donc c'est pour ça qu'un des examens doit toujours être fait efficacement dans votre pratique médicale, pour jamais vous tromper, parce que se tromper pour des erreurs où on se trompe dans la disposition anatomique parce que le patient est atteint d'un situs invertus, c'est des choses qui pourraient arriver dans la vie de tous les jours. Donc il faut toujours faire des examens complémentaires avant de vouloir opérer un patient, et connaître parfaitement son dossier. Évidemment, tout est écrit dans le dossier, et il faut le compléter au fur et à mesure. Et donc, on le voit bien, donc ça c'est un situs solitus, donc ça c'est la disposition anatomique normale. On voit que dans le cas d'un situs invertus totalis, on retrouve le cœur, le foie, la rate, l'estomac, les poumons. Donc tous ces organes-là sont inversés dans le cas d'un situs invertus totalis, donc c'est-à-dire une inversion totale des organes, et on voit que tous ces organes sont inversés. Et donc ici, voilà, dans le cas clinique que vous avez proposé, on avait fait une radiographie, on voit que la pointe du cœur se retrouve à droite et pas à gauche, et donc voilà, ça suspectait déjà qu'il y avait un situs invertus. De même ici, on voit une scissure inférieure, une scissure supérieure et oblique inférieure. Donc en gros, normalement, le lobe gauche du poumon devrait détenir qu'une seule scissure, mais dans le cas d'un situs invertus totalis, eh bien, au niveau thoracique, on a une inversion du cœur, mais aussi des poumons. Donc on voit que le poumon gauche ici, pour ce patient, a la morphologie d'un poumon droit chez un patient normal. Donc on voit qu'il y a une inversion des organes. Après, il y a différentes variantes dans le situs invertus.
on a des situs. Alors, dans le situs, on a un situs anormal, et normal, ça c'est nous. Alors, anormal, on a l'inversus ou l'ambiguïtus hétérogène. Et alors, dans le situs invertus, on a soit de la destrocarde ou la lévocarde. Donc, ça veut dire que dans le situs invertus, on peut avoir les organes abdominaux qui sont inversés. Et alors, on a le cas où, dans le dextrocardia, on a le vrai invertus totalis, où même le cœur est inversé, alors que dans le lévocarde, c'est une inversion partielle. C'est-à-dire que on a en fait le cœur qui se trouve dans sa disposition anatomique normale, bien que les organes de l'abdomen sont inversés. Et un des problèmes ici, c'est que les poumons ne sont pas inversés en même temps que le cœur, donc il n'est pas à la normale. Ici, vous voyez qu'on a deux scissures, alors que dans le cas normal, on a une scissure. Vous voyez qu'il y a donc peut-être une compression au niveau du cœur, et donc il y a en fait une surpression de la paroi cardiaque, et donc il y a un problème de remplissage et de précharge cardiaque, et donc en même temps ça va créer donc un problème donc d'éjection et donc de vascularisation en amont. Donc ce patient avec un situs invertus lévocardia aura des problèmes plutôt pathologiques par la suite et des insuffisances cardiaques. Alors, un situs ambiguïtus hétérogène, on a différentes formes. On a une forme asplénique, ça veut dire qu'il n'a pas asplénique, c'est-à-dire qu'il n'a pas alors, splénia, qui veut dire rate. Asplénia, ça veut dire qu'il n'a pas de rate. Donc, on a souvent des cas morphologiques où on n'a carrément pas de rate. Et ça existe dans certains cas de situs invertus, ou d'autres, on a des polyspénia, c'est-à-dire qu'on a plusieurs rates. Et alors, vous devez revoir votre cours d'anatomie, mais il y a différents endroits, zones à reconnaître le long donc des ligaments qui relient la rate et dans l'axe vasculaire de la rate, qui ferait que parfois, même si on a une hémorragie de la rate, ce qui est compliqué dans un situs invertus à polysplénia, c'est qu'on a plusieurs rates en petits fragments, en petits morceaux qui existent depuis la naissance, et alors il faut retrouver toutes les rates possibles pour les enlever, parce que s'il y a une hémorragie, on ne sait pas souvent dans quelle rate parce qu'il y en a plusieurs, donc quelle rate a provoqué cette hémorragie, et donc il faut penser à toutes les positions anatomiques où on peut retrouver les rates qui sont donc de différentes formes et des différentes positions. Donc ça, c'est un cas beaucoup plus rare, mais c'est un cas à penser lorsque vous êtes confronté en chirurgie gastrique. Et donc le diagnostic va se faire avant la naissance, toujours, on essaye, parfois ça passe sous la trappe. Et alors, bien sûr, on fait une échographie qui a une bonne sensibilité. Donc à la naissance, on peut faire une échographie cardiaque, ce qui est en général un bon examen. Et l'avantage chez l'enfant, c'est qu'on peut aussi également faire une échographie transfrontale, donc par transfrontale, c'est-à-dire qu'on peut voir par échographie le cerveau, mais en général, c'est plutôt rare d'avoir un situs invertus du cerveau et du tronc cérébral. En tout cas, c'est assez symétrique à la base, donc on ne le voit même pas, cette inversion. Et on a bien sûr le temps de faire un IRM. Parce que chez l'enfant, ça c'est idéal. Un enfant, on va essayer de ne pas lui donner une dose de rayon X. Et donc un IRM est un examen de choix chez l'enfant. Bien sûr, il ne doit pas être claustrophobe, mais c'est un examen de choix où il n'y a pas d'éléments radiants, et donc c'est seulement, ça joue sur la polarité de l'eau, donc c'est quelque chose qui joue que uniquement sur l'électromagnétisme, donc il n'y a pas de radiation, et donc c'est le meilleur examen de choix pour un enfant, en tout cas pour éviter des problèmes de radiation et en même temps pour voir les organes dans la disposition anatomique, dans le cas si l'enfant a ou pas un situs invertus. Et donc, bien sûr, on a des examens postnataux qui pourraient élargir et confirmer le diagnostic, mais en tout cas, les examens morphologiques et anatomiques sont déjà des éléments majeurs du diagnostic. Et alors, la transmission est plutôt complexe, elle peut se faire de manière héréditaire, et alors, le plus commun, c'est l'autosomique récessif, donc toujours à l'anamnèse, lorsque vous allez interroger le patient, demandez non seulement s'il y a des antécédents familiales au niveau des parents et au niveau des grands-parents, parce que si ça se trouve, les parents pourraient être tous les deux porteurs hétérozygotes d'un génotype hétérozygote, donc ils détiennent le gène de la maladie sans être porteurs, et donc ils pourraient transmettre ça à l'enfant qui, par malchance, est homozygote récessif.
Et donc le gène, on va le retrouver un peu au-dessus d'une génération, donc au niveau des grands-parents, voir si les grands-parents avaient ce gène. Donc toujours interroger les antécédents familiaux, donc les grands-parents, les parents et la personne lui-même en tout cas. Et donc il existe des cas très rares d'un cas de transfert autosomique dominant et d'un transfert lié au chromosome X, mais c'est surtout le cas de l'autosomique récessif qu'on retrouve le plus fréquent. Et alors dans les examens prévention-traitement, eh bien, on va passer par des examens physiques, mais en tout cas, la radiographie, comme je vous ai montré, on voyait bien le cœur qui était inversé et un ECG, parce qu'on a une inversion des polarisations. En effet, le cœur est inversé, donc la polarité est inversée également. Et donc, ça, c'est déjà ces deux éléments qui permettent de faire le diagnostic. On peut faire un test génétique, mais en général, ça s'arrête à ces deux examens pour faire le diagnostic. Alors, il y a des maladies qui compose tout un syndrome où on va retrouver le situs invertus qui n'est pas isolé. En fin de compte, un situs invertus, ça pourrait être isolé, mais ça pourrait être accompagné d'une autre maladie. Et c'est le cas du syndrome de Cartagena. C'est une maladie qui touche à une transmission autosomique récessive, donc, qui touche une personne sur 15 000. Et donc, elle est souvent accompagnée d'une triade clinique qui est la sinusite, la bronchectasie, c'est-à-dire le fait qu'on a des plugs qui coince, donc on va dire la tuyauterie donc pulmonaire, et donc la personne a souvent du mucus et donc voilà, il n'y a pas une bonne ventilation, et alors on a un situs invertus complet. Donc si on a ces trois éléments, on doit suspecter un syndrome de Cartagena. Et en fait, le syndrome de Cartagena, qu'est-ce que c'est? Eh bien, son origine vient d'une dyskinésie ciliaire primitive, donc c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau ciliaire. Donc ciliaire, c'est-à-dire qu'on va retrouver les cellules qui ont des cils, donc en particulier les cellules qui se retrouvent dans le poumon, qui vont participer à la clairance mucociliaire, qui vont expulser le mucus qu'on retrouve dans les poumons. Et d'une autre part, vous devez penser que c'est un défaut au niveau de la structure et du mécanisme des microtubules, et donc la flagelle des spermatozoïdes aussi sont accompagnés dans ce genre de pathologie, donc une déficience donc du mouvement des flagelles des spermatozoïdes, et donc c'est pour ça que ces personnes, on retrouve très souvent chez l'homme une stérilité, parce que les flagelles, la partie, donc si on dessine un spermatozoïde, la partie du flagelle a des problèmes de mobilité et donc ne va jamais atteindre la tombe de Fallope pour provoquer la fécondation n'aura pas lieu. Donc évidemment, vous devez expliquer au patient qui a atteint un syndrome cartagénaire qu'il a des risques. En tout cas, c'est très souvent le cas, dans la majorité des cas, d'une stérilité dans cette maladie. Et donc ici, on voit une illustration. On voit qu'on a les cils qui sont fonctionnels et donc le mucus, en fait, les cils expulsent le mucus, et en fait, quand les cils ne sont pas fonctionnels, ils n'expulsent pas bien le mucus, et alors le mucus, ça, on va dire, va s'engendrer ici et donc va s'accumuler, et donc ça va, on va dire, fermer les voies, certaines voies donc du parenchyme pulmonaire, et donc une diminution de la ventilation pulmonaire. Donc après, ça reste asymptomatique pendant un certain temps, et donc ça fait des plugs, et donc ça fait une bronchectasie. Et donc voilà, ça vient de là, c'est un défaut donc du mécanisme des cils au niveau structurel. Et alors, le syndrome cartagénaire se trouve par 3 triades, donc une sinusite fréquente, un situs invertus au niveau cardiaque, souvent c'est un situs invertus totalis qu'on retrouve, mais au niveau de la radio, déjà on voit ce symbole, cette silhouette du cœur inversé, on peut suspecter déjà ça. Avec une sinusite et une bronchectasie, vous pouvez déduire que la personne a un syndrome cartagénaire, donc évidemment, vous pouvez même dire que le patient a des risques d'infertilité. Alors, ce n'est pas spécifique à la maladie, mais on peut retrouver ce genre de doigt dans le syndrome cartagénaire. Alors, on le retrouve également dans les néoplasies, dans les néos du poumon. On peut trouver dans certains syndromes de Pierre-Marie Bamberger. On peut retrouver dans des bronchectasies classiques, ou on peut retrouver également dans la mucoviscidose. Mais alors aussi, on le retrouve dans le syndrome cartagénaire. On a une hypocratisme digital, donc des doigts en baguette de tambour. Donc, c'est un peu ces doigts en forme d'ampoule. Quand vous regardez un patient avec ce genre de doigt, vous devez faire des recherches, alors pas que du syndrome cartagénaire, parce que ce n'est pas spécifique à la maladie, mais en tout cas, des problèmes pulmonaires sont souvent la cause. Après, dans certains cas de cirrhose, on peut retrouver cette morphologie-là, mais
Mais dans la majorité des cas des maladies où on va retrouver ce genre de morphologie des doigts, on doit penser plus à des maladies pulmonaires. Évidemment, ça pourrait être même congénital et c'est physiologique, sans problème. Le patient n'a aucun problème pathologique, mais en tout cas, ça a suspecté quand c'est apparu vers l'âge adulte ou durant l'enfance, et c'est quelque chose qui n'est pas depuis la naissance, donc il faut suspecter qu'il y a une maladie sous-jacente. Alors, pour donner un cas clinique, pour reconnaître ce genre de maladie, voilà, ici, on voit un homme de 35 ans qui va consulter avec son épouse pour une infécondité primaire. Donc, c'est-à-dire que voilà, le patient est déjà dans un contexte d'infertilité. Et évidemment, le syndrome de Carter-Jenner, comme je vous expliquais, c'est un problème au niveau des cils, donc des microtubules. Donc, les flagelles des spermatozoïdes ne sont pas fonctionnels. Donc, il y a une perte de mobilité des spermatozoïdes à la fécondation. Donc, forcément, c'est à cause du syndrome Carter-Jenner qu'on pourrait retrouver une infécondité. Le patient est tabagique, 15 paquets par année, avec des antécédents d'obstruction nasale, de rhinorrhée chronique à répétition, avec des fonds de toux, des toux et des dyspnées asthmiformes. Donc, on voit qu'il y a des débuts de bronchectasie. Donc, il y a des plaques qui ferment les voies respiratoires. Et en même temps, on a une rhinorrhée, obstruction nasale, donc une sinusite. Donc déjà, deux choses qui nous mettent un peu sur la voie. Et alors, son épouse n'a pas d'antécédents, etc. Donc on voit que la femme n'a pas ce problème d'infertilité, mais c'est plus chez l'homme qui a ce problème. Et alors, l'examen clinique est normal. En dehors des discrètes râles crépitants à l'auscultation au niveau des bases pulmonaires. Donc, ces râles crépitants, ça peut être la présence de ce mucus qui est un peu à la base des poumons, qui s'accumule avec le temps. Il n'y a pas d'anomalie des organes génitaux externes, c'est logique, parce que dans le syndrome Carter-Jenner, c'est plus les spermatozoïdes qui ont le problème, donc c'est pas un défaut au niveau de la tuyauterie du dessous. Et donc, au spermogramme, on met en évidence une akinestospermie, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement au niveau des spermatozoïdes. Ça colle. Donc les spermatozoïdes ne bougent pas, donc c'est la cause de cette infertilité, avec une numération anormale des spermatozoïdes. Et alors, la radiographie pulmonaire objective une dextrocardie sans foyer infectieux pleuropulmonaire. L'échographie prostatique était normale, donc c'est pas un problème de prostate. Mais en tout cas, la radiographie pulmonaire nous dit que le cœur... Alors, dextrocardie, ça veut dire quoi? C'est à droite. Ça veut dire que le cœur était inversé vers la droite. Et alors, on a une polypose nasosinusienne qui était retrouvée au scanner au sinus de la face, etc., etc. Bref, tout ça, ça vous indique un syndrome de Carter-Jenner. Et bien sûr, là, on a le temps de faire un scanner, thoraco-abdominopelvienne, hémiopsie ORL, etc., etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui doit vous faire suspecter un syndrome Carter-Jenner. Donc, vous voyez que ce genre de cas clinique, si vous le retenez, vous allez toujours le reconnaître ou toujours faire un diagnostic probabiliste que le patient est atteint d'un syndrome d'une maladie de Carter-Jenner. Donc, une dyskinésie primaire. Voilà, alors pour conclure, on va avoir une petite chirurgie d'insitus invertus. C'est une chirurgie quand même très intéressante. Donc ici, on voit bien la rate qui est du côté droit, alors que normalement, elle devrait se trouver du côté gauche. On voit le cœur qui est complètement inversé. La pointe du cœur devrait se trouver à gauche, et ici, on le retrouve à droite. In the right upper quadrant. The lung tissue can also be appreciated in green color. The patient was placed in semi-lithotomy position. 2 5 and 2 12 mm trocars were placed. The Nathanson lever retractor was used. Inspection of the abdominal cavity Donc demonstrated ici, the stomach, the liver, and the on gallbladder foie, in inverted là, on position. retrouve l'estomac. Ok, là, on trouve la vésicule biliaire. The spleen was located in the right upper quadrant. Alors, the dissection was started ici, at the greater curvature of the stomach. Donc ici, on va cliver The short donc, gastric le grand vessels were omotum divided using the harmonic avec scalpel. la grande courbure gastrique. Bien sûr, on procède par l'hémostase parce qu'on a les artères épiploïques. Et alors, quand on va aller Dissection un peu plus continued loin, in cephalic direction towards the angle of donc His là, ils sont en train and de finished cliver downwards 5 cm above the pylorus. le grand omentum. Et là, tout au fond, là, on est dans l'hypocondre droit. Ok. On retrouve la rate. Donc ça, c'est très reconnaissable. Donc voilà, on voit bien la rate ici. Bien sûr, on va faire l'hémostase des ligaments qui est lié à la rate. J'ai peint des détails anatomiques pour éviter des hémorragies par après post-opératoire.
Et donc ça, vous voyez que c'est pas évident pour un chirurgien pour opérer donc dans cette zone de l'abdomen, parce qu'on doit réfléchir à l'envers, parce que toute l'anatomie est inversée. Donc les artères, les veines, etc. Cette disposition est inversée, de même que les organes. Donc c'est un peu une gymnastique de l'esprit pour le chirurgien quand il va opérer un situs invertus. Ce n'est pas difficile, mais il faut maîtriser, être concentré et ne pas se tromper dans l'anatomie, parce que toute l'anatomie est inversée. The stomach can En be tout observed. cas, là voilà, il soulève. 44 French voit, bougie la was notion dont on introduced entend to en tailor the dessous. gastrectomy. Mais là, on voit donc l'estomac. Mais cette vidéo est donc une chirurgie d'une sleeve gastrique chez un situs invertus. Donc ce n'est pas une chirurgie de la rate, mais ça répond. Mais en tout cas, vous voyez l'ensemble, que tout est inversé. Donc le foie, qui devrait se trouver normalement à droite par rapport au patient, se retrouve à gauche. La rate est inversée. La courbure gastrique est inversée. Donc tout est inversé. Vous voyez que c'est une chirurgie qui n'est pas difficile, mais qu'il faut absolument maîtriser son anatomie pour ne pas se tromper. Voilà.